Alors, regardez, moi je vais partir du 7 octobre 2023. J'ai déjà expliqué, écrit, et je suis revenu là-dessus que ce jour, le choc, électrochoc terrifiant, la jungle a attaqué la villa. Ça, c'était une formule du journaliste Ron Benisha, qui avait, dans un colloque de journalistes en 2016, bien avant 2023, il avait dit qu'à Gaza, Israël, c'était une villa dans la région et qu'il était entouré par la jungle. Et le 7 octobre, il y a eu un électrochoc, la jungle a attaqué la villa. Et je dirais en filigrane, peut-être pas, parce qu'on ne va pas parler de ça ce soir, c'est pas une conférence géopolitique ce soir, mais il y a eu un autre choc, comme à juste titre, peut-être en faisant état d'une nouvelle sensationnelle, le Yediot Aharonot, le 18 juin, il y a donc 2 jours, en fin de semaine, a dit qu'après le choc du 7 octobre, où Israël a été attaqué par ses ennemis, il y a eu le choc du largage d'Israël par son principal allié, le choc du mémorandum de compréhension, comme on dit, Iran-États-Unis, et le revirement à 180 degrés de Trump, qui d'ailleurs a osé dire, ça c'est juste pour nous mettre dans l'atmosphère dans laquelle on est, même si c'est un peu HS au début, qui a osé dire dans une interview d'hier, le samedi, au site Axios, il a dit « Il est normal que les Iraniens aient des missiles pour pouvoir se défendre ». Dixit Trump. Alors pourquoi je vais traiter 3 sujets qui vont s'enchaîner, j'espère, avec ce qu'on a écouté précédemment. D'abord le choc du 7 octobre et la résilience du peuple d'Israël. Et puis il y a un deuxième sujet qui est d'ailleurs le titre d'un des articles de mon livre sur le 7 octobre qui s'intitule, et ça paraît pas évident, « Rien ne sera plus jamais comme avant », parce qu'on a plutôt l'impression qu'on est revenu aux vieilles histoires. Et puis un troisième sujet, ou un troisième point, mais tout ça sera fait très rapidement, sur qu'est-ce qu'il faut pour fonder la seconde République israélienne et changer les règles du jeu public. Parce que quand on parcourt et on parcourt le livre que tu as écrit, Myriam, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme ça. Alors le choc du 7 octobre et la résilience du peuple d'Israël. Bon, tout le monde le sait, il y a eu, tu l'as mentionné, Brigitte, il y a eu un formidable sursaut, quelque chose, c'est ce que je mets dans mon sous-titre, effroi et résilience. Le 7 octobre, c'était à la fois un effroi et une résilience incroyable. Le 7 octobre, le jour même, où des milliers de jeunes se sont portés, c'est pas le 8, le 7, se sont portés, apprenant ce qui se passait, se sont portés en première ligne avec des armes qui ne faisaient pas le poids souvent, pour défendre le pourtour de Gaza, les localités du pourtour de Gaza. Et puis il y a eu évidemment le 8, toute la solidarité, à la fois les réservistes, on a mobilisé en quelques jours 450 000 réservistes, un demi-million d'hommes dans un pays de 10 millions d'hommes, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est 5% de la population tout de suite qui s'est dressée. Et puis il y a eu toutes les associations de solidarité. Et aussi, on a vu émerger, bon, j'ai cité dans un chapitre ici que je ne vais pas détailler, on a vu émerger de nouvelles associations, de nouveaux regroupements, tout un terreau sociétaire qui était extraordinaire, et puis aussi de nouveaux leaders. De nouveaux leaders dans les médias, mais aussi dans ces associations. Et je voudrais citer deux personnes, mais avant, puisque je suis obligé de ne pas rentrer trop dans les détails, mais les associations dont je parle, il y a ce qu'on appelle, et j'en reparlerai tout à l'heure en conclusion, le Rivon Arevi, qui a été une association qui existait déjà en 2021-2022, qui a parcouru toute l'année 2023 de polémiques terribles au bord de la guerre civile entre Israéliens. Il y a aussi Israël 3, un forum qui a été créé au départ d'ailleurs par des francophones pour lutter contre, comment dirais-je, pour essayer de réformer en profondeur le fonctionnement de la démocratie israélienne en changeant de fond en comble le mode de représentation. Il y a aussi le Front citoyen, un groupe apolitique qui était fondé par des Israéliens de droite et de gauche
voulant que le pays agisse les mains libres et sans influence extérieure. Il y a aussi le forum Tikva, bon, c'était lui qui avait pour but la libération des otages, le forum Gvoura et sa tente de soldats réservistes qui préconisait de continuer la guerre contre le Hamas jusqu'au bout. Il y a eu l'association des mères combattantes, Satch Monet, etc., etc. Mais au niveau des leaders, c'est encore plus intéressant. Je voudrais vous citer, je n'ai pas tellement de temps, mais vous citer une leader, d'ailleurs qui s'est retrouvée comme par hasard au Rivon à Réveilly. Il s'agit de Sarit Soussman. Son fils a été tué le 23, il est tombé début décembre 23, donc quelques semaines après 7 octobre. Évidemment, il y a eu des obsèques, malheureusement c'est une évaya, comme on en a vu, des centaines, plusieurs centaines depuis 2 ans et demi. Et elle a pris la parole en disant ceci. Et j'ai fait exprès de citer ce qu'elle dit, parce que ça reflète tout à fait l'idée qu'il y a dans ce pays un surgissement, malgré les barrières, malgré le fait que la classe politique qui fonctionne finalement très coupée de la nation, comme on disait tout à l'heure, qui regarde avec l'avenir de pays avec un rétroviseur, elle ne vit pas ces choses-là. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Sarit Soussman, une mère endeuillée, donc le jour où on enterre son fils au cimetière du Mont Herzl, ici à Jérusalem, elle dit ceci, avec à la fois des larmes aux yeux et une conviction incroyable. Je la cite. « Nous vaincrons. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes un peuple qui valorise la vie, pas comme nos ignobles et misérables ennemis, ces lâches, ces nazis et leurs alliés qui sanctifient la mort. Nous vivrons, nous prospérerons et nous construirons. Nos dirigeants doivent être dignes de nous, de l'esprit israélien qui palpite en chacun de nous, de l'esprit israélien qui anime nos incroyables soldats. Si eux ont réussi à mettre leur ego de côté pour privilégier la nation, il serait tout à fait normal que nos dirigeants fassent de même. Ceux d'entre eux qui ne comprennent pas cela, ces leaders qui se promènent avec un sentiment d'arrogance, devraient se retirer pour faire place à ceux qui savent quoi faire, parce que nous devons l'emporter. Et elle a conclu en disant ceci, voulez-vous bien m'écouter, vous tous? Il y avait à peu près 1500 personnes à cet enterrement. M'entendez-vous, le monde entier? M'entendez-vous, vous, vils ennemis qui adorez tant la mort et le mal? Am Israël Chai, pour toujours et à jamais, debout et avec la tête haute, maintenant plus que jamais. Sachons nous renforcer, ayons confiance en nous et croyons. Exigeons le bien, attachons-nous au bien avec insistance et nous vaincrons. Bon, derrière le côté lyrique de cette prise de parole, je le disais tout à l'heure, il y a eu des réalités. Il y a eu l'émergence au plan sociétal de toutes sortes de forces. Et on a vu, bon, notamment avec la polémique sur la question des otages, avec les manifestations à Tel Aviv et aussi certaines manipulations médiatiques et autres, on a vu que petit à petit, on revenait aux divisions de l'année 2023, que à la limite, le surgissement et cette résilience qui était sortie, peut-être elle était battue en brèche par ces divisions qui, à nouveau, fracturaient le pays. Alors, face à cela, moi je dis malgré tout, et je vais essayer d'expliquer pourquoi en quelques phrases, hein, parce que ce n'est pas un séminaire de sociologique ici, mais pourquoi rien ne sera plus jamais comme avant? D'abord parce qu'il y a une mémoire, il y a une conviction typiquement israélienne, juive israélienne, de ces années très très difficiles. On a vu donc émerger de nouvelles voix, et on voit de nouvelles forces. Alors, en termes politiques, ça ne se traduit pas, parce qu'il y a une coupure entre la société telle qu'elle est et sa représentation institutionnelle, une coupure très grave, qui est due d'ailleurs au système électoral et au mode de représentation. Et on voit, si vous voulez, que malgré cette coupure, il y a des forces vives dans ce pays. C'est pas seulement de rappeler qu'il y a eu toutes les aides aux soldats, etc. Mais par exemple, cette Sarit Soussman, vous savez ce qu'elle a fait, tout endeuillée qu'elle était, elle a dans les mois qui ont suivi, elle a créé un poste d'observatoire et de notation des médias israéliens, avec quelques amis, d'ailleurs, la plupart étaient des femmes. Et on a vu d'ailleurs émerger beaucoup de femmes dans ces associations qui ont pris en main différents sujets sociétaux.
Et elle a créé cet observatoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute et lit les médias tous les jours, médias israéliens, aussi bien les journaux que les radios ou les télés, et il donne des notes disons, de citoyenneté, des notes qui sont des fois très très mauvaises, quand un média, en fait, non pas seulement fait du lachon hara, mais quand un média sort des informations qui n'ont aucune utilité, si ce n'est je dirais, d'abaisser le moral de la nation, ou alors de citer des problèmes interpersonnels. Bref, elles ont commencé à faire un observatoire des médias, ce qui est quand même intéressant et symptomatique, que des femmes qui étaient, disons, touchées au premier niveau par le drame du 7 octobre, elles se sont mises à travailler dans le secteur médiatique pour essayer de développer une autre conscience. Alors, je pourrais aussi citer d'autres personnes, mais je n'ai pas le temps. Alors, la chose, je voudrais, avant d'aborder mon troisième point, je voudrais mettre en exergue un mouvement qui est d'ailleurs le premier que j'ai cité, que je ne connaissais pas à l'époque, quand j'ai écrit le livre, le Rivon Arevi, qui s'est créé en 2021, et qui regroupe des Israéliens de tous les secteurs, y compris ultra-orthodoxes et arabes, donc ils sont moins nombreux, mais qui regroupe tous les secteurs de l'opinion israélienne. C'est un groupe qui a commencé par faire des réunions de salon, et j'en ai fait des centaines et des milliers, et petit à petit, aujourd'hui, bon, l'an dernier, j'ai été invité, je n'étais pas du tout membre je suis d'ailleurs toujours pas de cette association, j'ai été invité à Tel Aviv à une sorte de congrès annuel, et j'étais stupéfait. Au Palais des Expositions de Tel Aviv, il y avait 7000 Israéliens, mais des gens tellement différents, vous voyez, on sait décrypter, n'est-ce pas, les modes vestimentaires, la manière de parler. J'ai été sidéré pour la première fois, moi ça faisait 40 ans l'an dernier que j'étais en Israël, c'est la première fois que j'ai senti qu'il se passait, c'est pas dans ce groupe en tant que tel, si vous voulez, pour le glorifier, mais il se passait là quelque chose d'extraordinaire, parce que quel est le motto, quel est le trait d'union? C'est de pouvoir justement faire discuter des gens qui n'ont pas les mêmes idéologies, et discuter sur des projets. Et j'ai été stupéfait de voir, ils avaient créé 4 commissions, avec d'ailleurs des experts de bords différents, et ils ont proposé sur ne serait-ce que 4 sujets qui sont essentiels: la réforme de l'éducation nationale, la réforme judiciaire, qui était le sujet à polémique évidemment, le service militaire et le Guious, et aussi les inégalités et le développement du pays, lutter contre les inégalités. Sur ces 4 sujets fondamentaux qui sont des objets de réforme ultra urgents pour l'État d'Israël, j'ai été stupéfait de voir, ils ont fait des comptes rendus très rapides, ces gens avaient potassé pendant des semaines, et ils ont donné des comptes rendus sur une plateforme commune qui permettait d'envisager des réformes à partir de conceptions différentes et de gens différents. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dernier détail, ce mouvement qui a en fait 150 000 membres, ce qui est quand même énorme pour un mouvement citoyen, c'est un mouvement citoyen, c'est pas un mouvement politique. Il a 150 000 membres et il a une influence estimée à peu près à 2 fois ce chiffre, c'est-à-dire 300 à 400 000 personnes qui sont dans son sillage. Et chose intéressante, bon, la semaine dernière, je m'y suis rendu à nouveau un an après ce congrès de 7000 personnes, j'étais toujours un observateur, j'ai été stupéfait de voir, ils ont fait un référendum au sein du mouvement, au sein des adhérents du mouvement, et ils ont décidé, tout en conservant le mouvement, d'envisager de se présenter aux prochaines élections pour justement non pas créer un Miflaga de plus, parce que Miflaga, comme disait Manitou, c'est les Phaleg, c'est faire une division de plus. Mais non, mais pour proposer justement une autre manière de concevoir le politique, une manière, si vous voulez, qui écarte les objections et les différences idéologiques pour s'attacher à des sujets concrets de réforme dans l'intérêt de tout le pays. Et finalement, ce référendum qui a duré 2-3 jours, qui était Mekouvan, qui était donc sur ordinateur, etc., et téléphone, a donné une majorité de 65% de gens qui ont dit oui, on fait un parti politique, mais ça fonctionne parallèlement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça extraordinaire, j'étais surpris. Les gens qui ont initié ce référendum ont expliqué que si dans les sondages préalables aux élections, il y en a beaucoup des sondages,
ils s'aperçoivent qu'ils ne passent pas le seuil de représentativité, ils se retireront des élections pour ne pas disperser les voix, parce qu'ils ne visent pas du pouvoir, ils visent à initier une nouvelle forme de dialogue, une nouvelle forme de gestion du pays. Alors, pour terminer, et je pense que peut-être que c'est une vision qui va vous surprendre et qui est à long terme, moi ça fait des années, dans différents articles et forums, que je reprends un mot d'ordre qui avait d'ailleurs été, comment dirais-je, lancé par Arieh Shavit, un journaliste de gauche qui écrivait dans Haaretz à l'époque, et après la Seconde Guerre du Liban, en tirant le bilan de ce désastre au niveau de sa gestion et de ce qui s'est passé après, il a lancé l'idée, avec d'autres aussi, qu'il fallait créer la Seconde République israélienne. Qu'est-ce que c'est la Seconde République israélienne? Bon, c'est un mot un peu français, mais il ne faut pas trop s'y attarder. Mais c'est marrant, c'est venu de la part d'un Israélien. C'est-à-dire une réforme du système électoral radicale. Bon, il y a plusieurs solutions. Enfin, moi, celle qui fait un petit peu le consensus dans certains milieux, c'est puisqu'on ne peut pas faire une coupure tout de suite avec le système qu'on appelle aujourd'hui le scrutin proportionnel de liste à la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire un scrutin totalement idéologique, où peu importe pour qui on vote pour un parti parce qu'on aime bien son dirigeant ou on aime bien son idéologie, mais on ne responsabilise pas les députés et on vote pour une couleur, pour une idéologie. Alors remplacer ce système, on ne peut pas passer du jour au lendemain au système majoritaire qui a aussi ses inconvénients, mais on pourrait faire un panachage, élire 60 députés. D'abord certains proposent qu'on passe à 200 députés, mais peu importe, il y a toutes sortes de variantes. Mais élire, même si on garde 120 députés, on passe à un système qui permettrait d'élire 60 députés selon l'ancienne mode, bon, parce qu'il ne faut pas faire des changements trop brusques, et 60 députés qui seraient élus dans des circonscriptions. Et quel serait l'avantage de ça? C'est qu'aujourd'hui, celui qui veut se lancer dans la politique, les gens brillants d'Israël ne se lancent pas dans la politique. La politique, c'est un terrain corrompu de barons, qui jouent des biceps, et c'est, si vous voulez, c'est un terrain que les meilleurs d'entre nous, ceux qui par exemple agissent dans les conseils municipaux ou au niveau des pouvoirs publics, dans les régions, ceux qui animent les associations, ceux qui font vraiment du travail social, font ce travail-là et ne rentrent pas en politique parce que la politique c'est un terrain miné. Mais nous, Juifs devenus des Hébreux, on est ici pour faire réussir, non pas la politique, mais le politique. On est venu ici pour nous montrer à nous-mêmes, nous montrer au monde que la politique, c'est pas simplement la corruption, comme il y a dans les primaires, parce que le système des primaires, ça a entraîné d'énormes corruptions aussi bien à gauche qu'à droite. Et on pourrait comme ça passer en revue au moins 20 arguments contre le système désuet qui est le nôtre. D'ailleurs, il s'est lui-même sabordé ce système, puisque entre 2021 et 2023, si je ne me trompe pas, il y a eu en l'espace de 40 mois, il y a eu 5 scrutins. Et on tournait en rond parce qu'on avait toujours la même formule indépassable. Et il y a fort à parier que peut-être, malgré tout ce qu'on a subi et tout ce qu'on a fait, le scrutin d'octobre il soit aussi compliqué comme ça. Mais justement, pour surmonter cette impasse, il faut mettre en chantier une réforme non seulement constitutionnelle, mais une constitution, comme ils disent au Réveillon à Réveiller, pas une constitution en grand, on va régler tous les problèmes en une fois, une constitution format minimum, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, nous les Israéliens, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a en commun, parler de ce qu'on a en commun et pas de ce qui nous divise. Et à partir de là, si vous voulez, essayer de commencer à rédiger une charte sociale, enfin sociopolitique aussi, qui soit cette constitution. Et tous ces sujets-là qui ont été élaborés et posés pendant l'année 2023, eh bien, il faut aujourd'hui que ce soit à l'ordre du jour. Donc, réforme du système électoral et politique, changer la règle du jeu de représentation, c'est essentiel pour aller de l'avant. Et puis, ça n'ira pas sans ce que j'ai appelé dans d'autres types d'explications, un brainstorming au niveau des élites intersectorielles. C'est-à-dire que pour gérer les grands sujets, y compris les sujets sécuritaires, les sujets de l'égalité économique, il faut que
les élites qui sont enfermées dans leur tour d'ivoire, les élites académiques, c'est-à-dire l'université, les chercheurs, les élites aussi rabbiniques qui eux aussi, pas toutes, mais ont le souci de l'intérêt de la nation, comment dirais-je, aussi ceux qui sont les créateurs, tous ces secteurs de la société puissent bosser ensemble et finalement générer une nouvelle manière commune d'être israélien. Donc ça va demander, ça c'est l'horizon des décennies qui viennent, mais il faut entamer ce travail, et je crois que l'énergie positive, qui a résulté du 7 octobre, elle est tellement présente encore, il faut absolument la capter. Et je vous invite à regarder, peut-être parce que dans la presse on n'en parle pas trop, mais à vous intéresser à ces associations qui ne sont pas des petits associatons de quelques dizaines, en tout cas pour le Rivon RVI, et qui sont... Alors je voudrais conclure juste en citant un autre personnage que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui est le romancier Milan Kundera, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et qui avait dit dans un colloque, dans un colloque qui avait été organisé en Europe, il avait, sur le thème « Un Occident kidnappé », il avait dit ceci, avec une grande finesse et une intuition de ce que sont les Juifs et Israël. Il avait dit ceci: « Qui sont les Juifs, sinon une petite nation, la petite nation par excellence, la seule de toutes les petites nations de tous les temps qui ait survécu aux empires et à la marche dévastatrice de l'histoire. Mais qu'est-ce qu'une petite nation ? Je vous propose ma définition. La petite nation est celle dont l'existence peut à n'importe quel moment être mise en question, qui peut disparaître et qui le sait. En effet, dans notre monde moderne, où le pouvoir a tendance à se concentrer de plus en plus dans les mains de quelques grands, toutes les nations européennes risquent de devenir, quant à elles, bientôt de petites nations et de subir leur sort. Il a écrit ça avant l'Ukraine. Merci Richard. Tu nous as fait saisir ce qu'on savait déjà, l'effroi et la résilience du 7 octobre, et la plupart d'entre nous dans cette salle ont subi familialement, et c'était bien que tu aies insisté sur cet aspect des choses. Modestement, très modestement, dans le cadre de la discussion, si j'en ai le loisir, je dirais ce que je pense qu'il conviendrait qu'il soit fait sur le plan politico-institutionnel pour que Israël devienne un pays gouvernable. Mais on verra tout ça dans la discussion. Et Rav Fison, c'est à vous.